La manière de réagir face à Yves Châtaigneau, qui représente la France en tant que gouverneur de l'Algérie, et le fait qu'il soit hué par le grand colonna, n'est ni plus ni moins que la manière du colonna d'expliquer qu'elle ne veut pas, à aucun moment, ni de réforme, ni être représentée d'ailleurs par un gouverneur d'origine socialiste, SFIO à l'époque, ni même d'imaginer qu'on ne va pas revenir à la situation de l'entre-deux-guerres où ce grand colonna avait tout pouvoir en Algérie. Ce grand colonna a été confronté à cette situation politique, vit en plus dans une angoisse des masses arabes qui pourraient d'un seul coup envahir et dominer la situation démographique en Algérie, prendre un pouvoir politique supérieur, prendre une place plus importante que celle qu'on lui avait donnée avant-guerre. Ce grand colonna en 1945, il est en train de reprendre en main sa colonie. Et pour lui, c'est bien la sienne. Personne à Paris doit décider à leur place, encore moins un socialiste, alors encore moins les Arabes, et encore moins les leaders nationalistes. L'offensive du pouvoir contre les nationalistes ne se limite pas aux leaders. Ferhat Abbas et Messali Hadj emprisonnés, les autorités procèdent à des arrestations massives parmi les militants. Nous, les musulmans, on allait à nous récupérer. Et là où ça devenait très difficile, où léger le plus, c'est entre 2 heures et 6 heures. Là, il n'y a plus personne dans la rue, aucun arabe, très peu de passants. J'allais, je disais, peut-être devant cet immeuble-là, ils vont m'abattre, peut-être plus loin dans l'autre coin, peut-être jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Pendant 3 jours, j'ai vécu le grand martyr. À tel point que quand on m'a amené au commissariat, et puis après qu'on m'a transféré à la caserne, j'ai dit alhamdoulilah, je suis bien ici. Comme ça, c'est fini le cauchemar. Et bien maintenant qu'on nous tue, on nous tuera tous. Évidemment, l'accueil c'était les coups, c'était les insultes, les gifles, et puis l'ordre de me déshabiller. Le bonhomme nous disait ça c'est une cravache, ça c'est votre Abbas Farhat, ça c'est votre Messali Hadj, ça c'est votre Bembadis, etc. Choisissez-le. Et il nous donnait des coups sur la plante des pieds. Pendant que l'un nous donnait des coups sur la plante des pieds, un autre versait de l'eau. Quand on est arrivé là-bas, dans le bureau d'un officier, un capitaine, je me souviens, un jeune capitaine, le sergent est revenu tout de suite en lui disant, monsieur, tout est complet, pas de place, on ne peut pas le mettre nulle part. Il m'a regardé, il m'a dit, de toute façon, il n'a pas pour longtemps, tu peux le mettre avec les autres. Comme ça, textuellement. Moi, j'ai compris qu'il n'en a pas tant, c'est qu'on allait m'éliminer. C'est bien clair, ça veut dire ça. La nuit, les policiers et les militaires venaient amener une hôtel, et puis on ne les revoyait jamais. On ne les voyait jamais. Il y en a un qui habitait dans le quartier où j'habitais et qu'on n'a plus revu. En métropole, dès le 9 mai, la presse se fait l'écho de perturbations en Algérie. Mais en aucun cas le drame de Sétif n'occupe la première page des journaux. En France, on célèbre encore la victoire. Roger Denier, originaire de Sétif, fait partie de la 7e RTA, le régiment des tirailleurs algériens. Le 11 mai, il est à Aubagne avec son régiment quand il entend parler pour la première fois des troubles en Algérie. On achète le journal. Et puis on s'aperçoit que des éléments de trouble ont perturbé les fêtes de la libération à Sétif. Pour nous, à ce moment-là, on a pensé que c'était une bagarre de gens qui avaient trop fêté le 8 mai. Et le lendemain, en rentrant au bail, le commandant qui était à côté de moi déplie un journal et puis qui me dit « Eh bien, il s'en passe des choses dans votre pays. » Alors je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il me dit « Il y a eu des émeutes à Sétif et avec des victimes, il y a des morts. » Ah bon? Et il dit « Parmi les premières victimes, le maire, un juge de paix et le secrétaire de la section du Parti communiste. » Je donne un coup de frein à la voiture et je me gare, je dis faites voir le journal et il me dit qu'est-ce qui se passe? Ben je dis le secrétaire du Parti communiste, c'est mon père. Je rentre au régiment et là je demande une permission. À peine arrivé sur le quai d'Alger, je prends le train en direction de Sétif et le train a été convoyé par des Sénégalais qui étaient à chaque porte armés, à chaque porte de wagon. Et on arrive à Sétif, et alors là je découvre qu'il y avait des nids de mitrailleuses qui étaient en enfilade des rues et qui faisaient respecter le couvre-feu.
Je suis allé voir aussitôt ma mère et avec ma mère, on a décidé de monter tout de suite à l'hôpital. Et en montant à l'hôpital, j'ai trouvé mon père sur son lit de souffrance là, et il était méconnaissable. Albert Denier était un Européen modéré, très respecté à Sétif par les deux communautés. Dans la folie de la manifestation du 8 mai, il a eu les mains broyées par des manifestants. Cette photo a été prise par l'armée. Abondamment publiée dans la presse locale, elle contribuera à créer un climat de terreur au sein de la population française. Dans les colonnes des journaux, si on ne mentionne pas les morts algériens, on énumère les victimes françaises et on dénonce en boucle la barbarie des émeutiers. Tous les jours en lisant notre journal, quand on lisait le décès de telle ou telle personne, ça nous faisait peur et on se disait mon Dieu, quand est-ce que ça va nous arriver à nous? Et ça envenimait, ça entretenait notre psychose et on avait peur et c'était terrible. Il y a des gens qui ne sont plus jamais sortis, qui n'osaient plus descendre des escaliers, qui ne voulaient pas aller à l'extérieur, tant la peur était grande. On se demandait, nous, les petits gens, on se demandait ce qui nous était arrivé, parce qu'on ne comprenait pas la chose. À l'extérieur de l'Algérie, on continue à ignorer l'ampleur de la répression. Landrum Bolling, reporter de guerre américain, est le premier journaliste étranger à se rendre sur le terrain. À la toute fin de la guerre, j'étais à Rome et j'ai reçu un télégramme de mon rédacteur en chef à New York m'ordonnant d'aller immédiatement à Alger pour voir si je pouvais essayer de déterrer une histoire que les Français essayaient de cacher. Quand je suis arrivé à Alger, les autorités françaises ne m'ont rien dit. Je suis allé voir les autorités militaires américaines qui ne m'ont rien dit non plus, mais par hasard, j'ai rencontré un homme d'affaires américain qui partait en voiture le lendemain pour la province de Constantine et il m'a dit « Oh oui, j'ai entendu parler de quelques problèmes survenus dans une petite ville qui s'appelle Sétif. » À une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sétif, j'ai commencé à voir des villages qui venaient tout juste d'être brûlés. Des troupes sénégalaises gardaient ces villages. Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de morts européens dans le Constantinois, pourtant la répression continue. J'étais serfin. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Ce qui se passe en 1945 au niveau de la répression est une vieille tradition française. C'est d'utiliser dans chaque partie de l'Empire des soldats d'une autre partie de l'Empire. On a colonisé le Maroc grâce aux tirailleurs sénégalais. On envoie la répression en 1947 à Madagascar avec ces mêmes tirailleurs sénégalais. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. En Indochine, on enverra les troupes de l'Empire entière. Chaque fois, on utilise des hommes, des supplétifs unitaires d'une force vers une autre colonie. Ce qui signifie que d'une certaine manière, même dans la mythologie, même dans l'imaginaire, le tirailleur, par exemple, au Maghreb, fait peur. Les tirailleurs sénégalais font peur parce qu'ils ont participé, que ce soit en Constantine en 1934 d'ailleurs, ou à Sétif en 1945, aux différentes grandes répressions qui ont eu lieu. Et dans cet imaginaire collectif, il y a, pour faire peur justement, parce que c'était quelque chose directement pour inquiéter les populations civiles. Quand on sortait les tirailleurs sénégalais, c'était d'une certaine manière rappeler ce que le pouvoir colonial pouvait lâcher sur la population civile. C'est-à-dire, attention, si vous ne rentrez pas dans le rang, nous allons vous lâcher les tirailleurs.
l'armée arrive à Guelma et va prendre le relais de la milice. Les Français qui assuraient la sécurité de la ville rentrent chez eux. Mais le sous-préfet Achiari et les miliciens les plus actifs ne veulent pas en rester là.